Vous êtes aussi auteur et co-auteur d'une trentaine d'articles et d'une vingtaine de communications scientifiques. Également l'actuel directeur du laboratoire Géosciences et Environnement LAGE. Quel est votre secret pour porter plusieurs casquettes? Ben, les articles, il faut dire ça, c'est un de mes vieux CV que vous avez eu. Sinon, actuellement, je suis passé à une soixantaine. Voilà, je suis passé à une soixantaine. Et les communications aussi ont augmenté en nombre. Bon, on ne compte pas ça à longueur de journée. Également, ça, c'est ma philosophie depuis le début. Moi, j'ai vite compris qu'on ne pouvait pas travailler en solo. Il faut s'associer des collaborateurs avec lesquels on monte. Il y en a qui sont plus vieux que moi, il y en a qui sont plus jeunes que moi, mais on s'attrape et on évolue ensemble. Donc, la soixantaine d'articles, ce n'est pas toujours mon nom qui est en première position, je suis co-auteur, mais c'est des travaux que des fois, c'est vous qui avez été l'initiateur et vous avez confié à un jeune, ou bien c'est un doyen qui vous dit, est-ce que ce volet-là, vous pouvez le développer? Et on développe et on va en équipe. Donc, c'est à peu près ça. Et la direction du LAGE, bon, ça, je viens de l'expliquer dans quelles circonstances j'ai hérité de ce labo. Et également, même au sein du laboratoire, je comprends que si je n'implique pas tout le monde, moi seul, je ne peux rien faire. Donc, tous ceux qui sont membres du labo sont des battants potentiels, sont des gens, personnes à qui je peux confier des tâches. Et c'est ça qui fait la réussite. Sinon, tout seul, on ne peut pas. Donc, c'est dire que ce soit au niveau de la production des articles, des communications ou encore même de la vie du laboratoire, son organisation, c'est le travail d'équipe qui me fait réussir. Là où je ne peux pas, je sais qu'il y a un qui a des qualités là-dedans, je vais le voir et je dis ça t'appartient. Mais c'est ça, on va dire, le bon rôle du chef. Le grand jour, c'est vous qui portez le chapeau de celui qui a tout fait, mais vous savez qu'il y a des hommes de l'ombre qui ont travaillé. Justement, professeur, pour rester sur vos productions scientifiques, est-ce que vous pouvez nous en parler de quelques-unes qui vous tiennent jusqu'aujourd'hui à cœur? Je vais dire, la production scientifique que j'ai fait de majeur, ce sont des productions qui sont liées à ma propre thèse. Voilà, quand j'ai montré que des alignements plutoniques, ce n'est pas une forme qu'on a l'habitude de voir, étaient en fait des plutons de granitoïdes emboîtés. Ça fait l'objet de ma publication majeure, qui vaut 20 ans, hein, mais qui de temps en temps continue d'être cité, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, je vois qu'on me dit « Ah, ton article est encore cité ». Donc ça a été un travail majeur qui me tient à cœur, parce qu'à l'époque, quand je le faisais, les gens se demandaient justement « Mais celui-là, est-ce que ce n'est pas un fou? Il est en train de travailler sur des terrains granitiques qui n'ont pas les métaux qu'on recherche, qu'est-ce qu'il fait comme ça ?» Mais j'ai mes directeurs de thèse qui m'avaient convaincu. Si vous pouvez faire la géologie structurale sur des granitoïdes, il n'y a pas un type de terrain dans lequel vous ne pouvez pas faire la géologie structurale. Vous allez commencer par le plus dur et tout le restant sera facile. Voilà. Pensez-vous que ces publications ont eu une certaine influence sur les politiques publiques? Bon, les politiques publiques, je ne sais pas trop, mais pour ceux qui travaillent dans le même domaine que moi, oui, ça a eu une incidence, oui, parce que quand un article est cité, ça veut dire que quelqu'un a vu la pertinence quelque part, il a vu qu'il y a eu des choses nouvelles qui ont été expliquées sur lesquelles il peut s'appuyer pour avancer. Mais les relations entre nos domaines de sciences et puis les politiques publiques, c'est un peu difficile. Le lien est un peu difficile à établir. Souvent, c'est des écrits que les gens ne lisent pas, parce que c'est très spécialisé. Voilà. Donc, peut-être que les politiques gagneraient à poser à côté des techniciens aussi qui peuvent essayer de leur expliquer ces choses pour qu'ils voient l'importance de la chose. Ok. Professeur, je voudrais rebondir parce qu'effectivement, on parle de l'impact sur votre spécialité par rapport à l'impact sur le truc public. Je voudrais, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que même la géologie circulaire? C'est pas évident que nous comprenions ce que c'est. Bon, pour que l'impact soit chose. Voilà, c'est là la grosse difficulté d'abord. Quand on dit géologie structurale, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire exactement?
Ben, on voit le mot structure dedans, et la structure, c'est l'organisation architecturale des matériaux. L'organisation architecturale des matériaux, parce que quand vous regardez un matériau, vous vous rendez compte qu'il n'est pas homogène. Nous, on va dire qu'il est isotrope et homogène. Mais voilà, il y a une tendance à la disposition des particules dans ce matériau. On dit que c'est une structure. Donc, à ce titre, la fracture qui affecte également les murs serait une structure. Et après, nous catégorisons les structures. Donc, pour dire, je ne vais pas faire tous ces petits détails, mais la géologie structurale, c'est la science qui s'intéresse à l'étude de la déformation des matériaux de l'écorce terrestre. Mais quand on prend l'aspect organisation architecturale, ça veut dire que même les sédiments qui n'ont pas été déformés peuvent être étudiés au point de vue structural. Voilà, c'est ça. Et comme je l'ai dit toujours à mes étudiants, on ne fait pas la science pour faire la science. La science va nourrir un domaine de la vie active, un domaine économique. Donc c'est ça. Et je l'ai dit, par contre, analogie avec la biologie, quand les biologistes ou bien les physiologistes travaillent, c'est comme s'ils ne faisaient rien, comme s'ils ne faisaient que faire la science fondamentale, mais en réalité, c'est eux qui développent le domaine médical. Que ce soit de la compréhension de comment l'homme fonctionne, et après tout, quels sont les remèdes qu'il faut trouver à un mal. Ils travaillent pour ça, de manière indirecte. Donc pareil, la géologie, c'est juste pour nourrir également des sciences appliquées. Donc le domaine minier, par exemple, va se nourrir de géologie structurale. Le domaine hydrogéologique va se nourrir de géologie structurale. La géotechnique, tout ça va se nourrir de géologie structurale. Donc c'est ça. Pensez-vous que vos étudiants étaient à l'aise à votre cours? Comment ils appréhendaient vos cours? Bon, il faut dire que c'est là le gros problème. Et je crois que des fois, nous trouvons que notre système n'est pas très performant, ça c'est une réalité, mais il y a des innovations dans ce domaine. Des fois, on copie un peu ce que les voisins espagnols ou bien anglophones font, et puis on essaie. Je crois que cette année, il y a eu une innovation majeure au niveau des évaluations des enseignants au CAMES. C'est qu'il y a des fiches d'évaluation des enseignants par les étudiants qui ont été introduits. Vos étudiants vont dire ce qu'ils pensent de vous. Bon, moi, je n'ai pas eu cette opportunité, mais j'ai dit je souhaiterais le faire. Me faire tester par mes étudiants, ils vont me noter et je vais savoir ce qu'ils pensent réellement de moi. Ça m'amène à améliorer les pratiques. Sinon, même cette année, quand ça a eu lieu, j'ai demandé à une étudiante, est-ce que tu as répondu de manière sincère? Elle m'a dit non, elle n'a pas répondu de manière sincère. C'est ça le problème. Donc, vous voyez, si vous êtes amené à regarder les étudiants en face à face, vous dites, toi, est-ce que je donne bien mon cours ou pas? Il va dire, parfait, nickel. Quand vous tournez le dos, il dit, ah, ce monsieur-là, il explique très mal. Donc, nous sommes dans un milieu où forcément, on ne peut pas savoir ce que les étudiants pensent de vous. C'est peut-être pas des échos, mais vous ne savez même pas qui vous parle. Peut-être que c'est un de vos partisans, il va dire, non, monsieur, à part vous, il n'y a pas quelqu'un. C'est vous qui expliquez mieux que tout le monde. Mais il y a d'autres aussi qui disent, mais ce monsieur-là, il explique très mal, on ne peut même pas le comprendre. Donc, on peut rencontrer tout. Actuellement, je ne peux pas dire ce que exactement les étudiants pensent de mes cours. Et quels sont vos projets et stratégies pour l'orientation des étudiants vers les études structurales? Ouais, c'est comme je le disais tout de suite, ne regardez pas ce que vous voulez faire à la fin, mais ce que vous pouvez faire. Je le disais aux parrains, et nous deux, nous sommes convaincus de cela. Nous avons fait la géologie, les parrains et moi, on est de la même promotion de maîtrise. Donc nous avons fait la géologie ensemble, mais il me les rappelait ce matin. À l'époque, pour nous, c'était ce qu'on appelle, les personnes qu'on appelle réellement les personnes motivées. Motivées, passionnées de ce que nous faisons, mais on n'a jamais calculé si à la fin on travaillera ou pas. La chance a souri que lorsqu'on sortait,
le moment était devenu bien, mais on ne savait pas. Mais nous étions fiers de faire la géologie. Normalement, quand on sortait dans cette cour-là, on pense qu'on est au-dessus des autres étudiants. Donc, c'est ça. Et c'est ce que je conseille aussi à mes étudiants. Et même, je le dis, l'enseignant qui rentre ici dans la classe et il vous dit, sans ma matière là, tout est zéro, il n'y a plus rien. Je dis, non, il ne vous a pas dit la vérité. Tout se complète pour faire la géologie. Tout se complète pour faire la géologie. Il y a des moments où on laisse la géologie profonde pour attraper la géologie de surface pour résoudre un problème. Donc, tout se complète. Et je dis aux étudiants, ce que je vous conseille de faire, c'est là où vous êtes fort. Si vous êtes fort, c'est sûr que vous aurez le diplôme. Mais si vous choisissez parce que le voisin est à l'aise, vous êtes sorti demander, on dit que c'est économie, il a fait, vous aussi vous allez en économie, alors que vous n'avez pas la faculté de faire l'économie, mais vous allez ressortir avec votre bac, parce que les études ne sont pas terminées. Donc c'est peut-être ce que je peux conseiller aux étudiants. Faites réellement ce que vous pouvez faire. Tous les chemins mènent à Rome, comme on dit. Si vous avez choisi votre chemin et il se trouve que c'est le chemin de votre bonheur, vous allez voir que, contrairement à ce que les gens disent, pour vous, ça a été très simple. Il y a des disciplines pour lesquelles on a cité, c'est Chine populaire. Si vous allez là-bas, ça sera la catastrophe. Il y a des gens qui sont allés là-bas, non, mais ils sont devenus des très grandes personnalités parce qu'ils ont ont montré leurs capacités. Et parmi la Chine populaire, on a dit que c'est eux qui sont bien. Donc, je crois en tout. Alors, professeur, bon, on va vous embêter beaucoup. Je remarque que nous sommes dans le domaine de l'enseignement et on voudrait emboîter. Parce que quand on voit dans notre domaine, discipline, hormis l'autre discipline, hormis la géologie, des enseignants qui ont votre rang, votre grade, il y a des gens qui ont plus de milliers d'articles. Et quand on remarque au niveau de la géologie, c'est pas si simple. Et je voudrais demander, est-ce que vous pouvez partager avec nous qu'est-ce qui explique cette situation sur la production scientifique? La production scientifique, ça c'est une très bonne question. Et c'est même une problématique. Il faut dire que les disciplines, on les associe, mais très souvent, ces disciplines ne se ressemblent pas. Ce n'est pas les mêmes difficultés. Je ne vais pas comparer, je ne vais même pas dire le nom d'une discipline ici, mais il y a des disciplines qui sont essentiellement des disciplines de laboratoire, même dans nos domaines de sciences expérimentales. Vous travaillez sur des matériaux de synthèse, il est évident que le chemin est plus écourté. Et après ça, pour la géologie, vous voyez, à l'étape du terrain, avant d'avoir des matériaux, des fois pour ressembler aux autres qui sont dans les laboratoires. Et la géologie, je le dis souvent, si vous êtes géologue, ou bien vous êtes physicien, ou bien vous êtes chimiste, en dehors de ce que vous faites sur le terrain qui est la reconnaissance même des matériaux. Mais après, vous voyez que des fois, si vous êtes chimiste, quand vous parlez, les chimistes se demandent, est-ce que vous n'êtes pas chimiste réellement? Si vous êtes physicien et que vous parlez, les physiciens vont se demander, est-ce que vous n'êtes pas réellement physicien? Donc, c'est une affaire mondiale, c'est une affaire régionale. On ne va pas dire que c'est au Burkina que les géologues produisent moins que les autres disciplines. Ailleurs, ça se voit. Et je dis dans la sous-région, puisque finalement on se retrouve à des rencontres internationales, on se connaît tous. Et quand les gens disent, ici, un tel était votre petit frère, il est arrivé professeur titulaire avant vous, je dis, ça ne me dérange pas, puisque nous ne sommes pas de la même discipline. Mais je sais que régionalement, je suis dans la moyenne par rapport à mon âge et au grade auquel je suis arrivé. Voilà. Si je fais la moyenne régionale, je suis arrivé au bon moment. Donc, comparaison n'est pas raison. On ne peut pas dire qu'on va mettre la géologie sur le même pied d'égalité. C'est vrai qu'on dit c'est les sciences de la vie et de la terre, mais la vie et la terre, ce n'est pas pareil. On n'a pas les mêmes opportunités de publication. S'il vous plaît, restons toujours dans la même lancée. Par rapport aux publications et tout, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut apporter pour remédier à cette situation, pour que la géologie soit plus en vogue? Ça ne sera pas demain la veille, parce que
ça dépend des exigences justement de chaque discipline. Nous avons des revues qui sont plus exigeantes. Et aujourd'hui, il ne s'agit pas de publier dans des revues de très basse qualité, ça ne marche plus. Parce que rapidement, aujourd'hui, il y a justement des moyens de calculer est-ce que la publication de quelqu'un valait même la peine. L'impact facteur d'un journal aujourd'hui, on le calcule. Vous avez publié combien d'articles dans l'année? Combien ont été cités par d'autres articles? C'est les articles qui ont été cités qui sont importants, ce n'est pas le nombre que vous avez publié. Donc, on pouvait créer des journaux pour que les gens puissent publier facilement. Et je dis, voilà, je suis un directeur de publication d'un journal scientifique. Envoyez les articles. Quelqu'un dit qu'il a vu du plagioclase, des pyroxènes, et puis des minéraux accessoires dans un gabbro. Je dis, ok, ça fait passer ça. On va publier ça. À la fin de l'année, il se retrouve à 20. Mais 20, ça veut dire, ça signifie quoi? Ça n'a pas de signification majeure. Et c'est là où des fois je dis, mieux vaut avoir un très bon article, même dans toute votre carrière. Il y a des gens qui n'ont publié que 2 ou 3. Mais ces 2 ou 3, tellement cités qu'ils sont devenus populaires. Mais vous voyez, aujourd'hui, quand vous rédigez un article, dans certains journaux, certains reviewers vont dire, mais vous avez écrit quelque chose qui est bien. Mais le problème, c'est que vous ne vous êtes pas référé à tel article. C'est son propre article. Voilà, là, ça va faire monter sa cote. Oui, j'ai eu le cas récemment, un de mes doctorants qui a rédigé, et quand ça a été soumis, le référé dit, ah non, il fallait citer tel article et tel article. On est allé rechercher les articles sur le net. C'est facile à avoir. Et on vient voir que ça n'a rien à voir avec tout ce que nous sommes en train d'expliquer. C'est où ça, il faut l'insérer. J'ai dit, il faut lui répondre simplement, dire qu'il est très gentil d'avoir indiqué ces articles-là, mais on verra prochainement si on peut les citer. Donc, c'est ça. Il ne faut pas publier pour publier, parce que des fois, comme on l'a dit, la publication tue la science. Vous avez publié un article qui est basé sur du faux. Il faut d'abord que, de manière très diplomatique, quelqu'un arrive à détruire ce que vous avez fait. Parce que la matière des sciences, ce n'est pas comme la force physique où on se lève, on dit à quelqu'un, tais-toi, si tu parles encore, tu verras. Mais ici, il faut arriver à démontrer par tous les mécanismes que ce qu'il a dit n'est pas vrai. Mais même, il faut le dire diplomatiquement, on n'aime pas tenir des propos injurieux, c'est faux, ou bien vous êtes un menteur, non. Il faut réussir à casser. Donc, quand quelqu'un publie du faux, ça veut dire qu'il a mis une barrière pour de longtemps. Il faut réussir à démontrer ça. Ça peut prendre des mois, des années. Quelle est la contribution des géosciences dans le développement du Burkina Faso, surtout dans ce contexte d'insécurité? Le développement disons la contribution des géosciences dans le domaine du développement du pays même, bon, c'est immense. Je veux dire, c'est par le passé qu'on ne l'a pas vu. Mais aujourd'hui, si on arrive à avoir des retombées dans les caisses de l'État, et je crois que l'or est devenu le premier produit d'exportation du Burkina. Mais ça, c'est un passé récent. Je crois que c'est à partir de 2009, non, ou bien 2009. Mais en amont, c'est qui ça qui a recherché ces gisements-là pour que ça devienne des mines? C'est les géologues. Donc, une chose qui est là, que les gens n'arrivent pas des fois à expliquer, et je crois que les gens commencent de plus en plus à comprendre. Quand les mines ont commencé à fonctionner, chacun vient vous voir et dit, voilà, moi, comme je sais que vous êtes géologue là, vous pouvez me trouver une place dans une mine. Alors que la mine même n'embauche pas beaucoup de géologues, c'est une équipe très restreinte. C'est l'exploration qui embauche beaucoup les géoscientifiques. Et c'est l'exploration également qui permet de découvrir de nouveaux gisements. Donc, je peux dire que les géosciences contribuent pour beaucoup. Et ça, c'est le côté mine. Et tous les jours, on le dit, l'eau, c'est l'eau qui fait le développement. L'eau, l'énergie, c'est ça qui fait le développement. Si on avait beaucoup d'eau, des cours d'eau, on allait turbiner et puis voilà, Sonabel allait avoir du courant, l'hydroélectricité assez facilement. Mais malheureusement, on n'a pas beaucoup de cours d'eau. Et
Donc l'eau, c'est la vie, l'eau, c'est tout. Donc quand on parle à partir du moment où il n'y a pas d'eau de surface, des fois, dans certains endroits, il faut recourir à l'eau souterraine. Et je vais dire même, c'est la majorité des localités du Burkina. L'hydrogéologie, c'est les géosciences. Hein? Et je le disais, comme il n'y a pas un pays où la géologie est difficile, sinon même dans les aménagements là, on doit faire des études géotechniques très sérieuses avant de commencer. Et le géotechnicien, il va avoir ses outils où? Il faut qu'il consulte le géologue qui va lui donner les éléments sur lesquels il va raisonner pour montrer le meilleur site sur lequel on va faire l'aménagement, sinon ça sera l'échec. Donc les géosciences contribuent pour beaucoup. En même temps, professeur, qu'est-ce que vous avoir apporté pour impacter l'enseignement des géosciences dans l'enseignement supérieur? Ben, dans l'enseignement supérieur, vu l'expérience que moi je vis, je crois que nous avons connu une période où on recrutait, il y avait un numerus clausus. À notre temps, on ne dépassait pas de 12 personnes en deuxième année de géologie. Mais ça, c'était justement en relation avec les moyens. Il fallait former des géologues et bien les former. Ce n'est pas badigeonner. Il faut former des géologues et bien les former. Et c'est tout de suite ce qu'on se disait avec les parrains. Les compagnies étrangères en venant n'étaient pas sûres de trouver du personnel dans les milieux. Ils ont amené même des géologues juniors. Ça veut dire ceux qui ont le niveau de licence maîtrise. Mais ils sont venus, ils ont trouvé un bataillon ici qu'ils ont engagé aussi pour voir. Au bout d'une année, ils ont compris qu'ils perdaient trop d'argent avec les expatriés juniors. Ceux qui étaient là avaient la compétence qu'il faut. Parce que la formation était à la hauteur. Aujourd'hui, à un moment donné, quand les mines ont commencé à ouvrir, quand l'exploration était réellement battait son plein, beaucoup de jeunes ont vu des voisins qui étaient devenus bien et ils ont voulu faire tous la géologie. On a eu un groupe très très étoffé ici. On s'est plaint. On a dit, avec ce groupe, les équipements ne vont pas suffire, même le personnel ne va pas suffire pour assurer une bonne formation. Les gens ont dit, prenez. Si les gens peuvent s'inscrire en masse dans les autres disciplines, ce n'est pas en géologie qu'on ne peut pas. Donc nous étions battus. Et quand c'est comme ça, l'enseignant fait quoi? Il se contente de jouer son rôle et il est limité quelque part. J'enseigne en salle. Ça, c'est les tableaux, c'est éventuellement mon ordinateur et puis le vidéoprojecteur. Mais maintenant, quand il s'agit d'une sortie, je ne peux pas aller louer un car et puis prendre tout ce groupe-là en charge. Si on le donne, et même si on offre le car, est-ce que moi, je peux faire autant de jours avec autant d'étudiants? Donc, il aurait fallu que j'ai des collègues qui peuvent le faire. Donc, à un moment donné, quand la mine aussi, l'exploration, les compagnies minières ont commencé à baisser d'intensité, les étudiants aussi ont commencé à fuir la géologie. On s'est retrouvé encore avec un effectif restreint et actuellement, je ne peux pas avoir une lecture claire de la situation. Les gens sont en train de revenir. Donc, si c'est en termes de motivation, je peux dire que les étudiants sont motivés. Mais tout ce que je peux ajouter, c'est qu'il faut créer les conditions pour que effectivement ceux qui le font sortent à la fin réellement avec la compétence requise pour ne pas décevoir n'importe qui viendrait à les embaucher. Justement, professeur, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le Burkina Faso a le capital humain qui puisse lui permettre aujourd'hui de prendre en charge lui-même ses propres ressources, d'exploiter ses propres ressources? Bon, là, je ne peux pas répondre pour tous les domaines à la fois, mais pour le domaine de la géologie que je connais, je dis là, il y a des compétences. Et c'est ce domaine-là où, lorsque les gens sont rentrés, ils ont quand même trouvé la ressource pour continuer localement. Mais dans d'autres secteurs, par exemple de la mine, les gens ont manqué de ressources humaines. Hein. Ils ont apporté la preuve et ils ont amené des expatriés. Et c'est là aussi où un État doit réagir pour créer la ressource au bout de quelques années et les offrir aux compagnies. Donc, je ne peux pas répondre pour tous les domaines, mais je dis le géologue, c'est surtout celui qui explore. Au moment où la mine fonctionne, par exemple, il guide.
En matière d'hydrogéologie, même une fois qu'il a fini d'indiquer le lieu, ceux qui s'en vont batailler après lui, bon, c'est pas trop son rôle. Il peut envoyer quelqu'un pour surveiller comment est-ce que la floration se poursuit, est-ce qu'on a atteint le niveau qu'il faut, mais ça c'est pas un exercice majeur. Mais les autres domaines, je ne me répondrai pas, sinon je risque de devenir un politicien. Voilà. Alors, professeur, on reste dans le cas de la production. Bon, pour moi, en dehors de vos travaux de thèse et des publications déjà faites, est-ce que vous envisagez en perspective une compilation des données structurales et pétrographiques à l'échelle du pays, en complément de certains travaux qui existent déjà, comme au BIMIGEP et autres, pour enrichir l'information géologique? Merci. Bon, une compilation de données, ça c'est toujours une bonne chose, il faut le faire. Et je peux dire qu'autour de 96, 17, 18, j'avais déjà fait une compilation majeure des données structurales au BIMIGEP. Ça a d'ailleurs abouti à la publication d'un article qui n'a pas été publié dans une grosse revue. C'était aux annales de l'université de Ouagadougou. Je peux dire même que c'est mon premier article, mais qui a été cité dans beaucoup d'articles à la suite. Même un article publié à Nature a repris la compilation que j'avais faite. Donc, le domaine de la compilation, je ne sais pas si en matière de données structurales, à moins que je m'étende sur d'autres régions du pays, mais tout ce que nous sommes en train de faire avec la technique que nous avons adoptée à l'intérieur même de la géologie structurale, on appelle l'anisotropie de la susceptibilité magnétique. Là, je compte, oui, faire une compilation de tout ce qui a été fait. Ça peut être une information majeure archivée pour le pays et pour tous ceux qui s'amèneront à faire des travaux scientifiques dans ces zones-là où on a déjà des données de structure.